Jean Pitan, le joaillier du roi, doit imaginer pour ce diamant une taille à l'image du plus grand souverain d'Europe. Mais comment faire de cette pierre brute, peu lumineuse, un joyau brillant? Quelques années plus tôt, les savants Snell et Descartes ont énoncé comment la lumière se propage dans la matière. Newton, lui, a décrit comment la lumière solaire se décompose en 7 couleurs en traversant un cristal. Pitan s'est-il inspiré de ces nouvelles découvertes? Nous n'en avons pas la preuve. Mais il a compris comment disposer les facettes d'un cristal pour que la lumière y pénètre largement et s'y réfracte à l'infini. Il va faire de ce diamant le joyau étincelant qui séduira le roi. À Tigéras, Scott s'interroge. Par où commencer la taille du diamant bleu? Pitan n'a pas dévoilé ses secrets de fabrication. La différence entre ce que Pitan a fait et ce que j'essaie de faire, c'est que lui avait ses propres contraintes. La taille et la forme du diamant bleu de Tavernier. Mais il devait aussi relever le défi lancé par Louis XIV. Hey, crée-moi un chef-d'œuvre. Donc, il regarde le diamant de Tavernier et il se dit « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Moi, ce que je fais est différent. Je regarde ce que Pitan a fait et je réfléchis à la manière dont je peux reproduire son œuvre. Recueillir les données de base sur les facettes, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de comprendre dans quel ordre elles ont été taillées, d'entrer dans la tête de Pitan, de comprendre pourquoi il a mis cette facette-là et à quel moment il l'a mise. Était-ce avant ou après cette autre facette? C'est ça que je dois comprendre. Monsieur l'intendant Colbert. Eh bien, Pitan, votre dessin est-il terminé? J'ai hâte de savoir comment seront dépensés nos 20 000 livres. Mis sous pression par l'enjeu de cette taille très attendue, Pitan s'est surpassé. Il a multiplié le nombre des facettes pour optimiser le jeu de la lumière et les a disposées autour d'un motif central qui se veut à l'image du roi lui-même. Une étoile? Un soleil, Excellence. Il brillera comme l'astre du jour. Après plusieurs semaines d'essais, Scott a retrouvé une à une les étapes du travail de Pitan. Le joaillier a commencé par tailler l'arrière du diamant avant de s'attaquer à la face avant. Scott peut maintenant élaborer son programme de taille, facette après facette. Il va façonner de la zircone, un minéral de synthèse beaucoup moins dur que le diamant. Sur la partie inférieure de la pierre, Pitan a taillé un premier rang de 7 facettes autour de la rosette centrale, comme un soleil à 7 rayons. Puis 8 facettes en losange, 4 rangées de 7 facettes triangulaires. Et enfin, 13 facettes extérieures viennent entourer l'astre central. La partie supérieure, elle, est formée de 3 rangées de 7 facettes. Scott peut désormais se lancer.
Après 3 ans de travail et d'interminables séances de polissage, Piton termine son grand œuvre. Il a relevé un défi technique en définissant bien avant ses pairs les proportions idéales du diamant moderne. Le diamant bleu de la couronne est l'un des tout premiers brillants de l'histoire. Piton a fait un sacré travail. Transformer un gros morceau de diamant brut, appelé le tavernier, en véritable joyau, en véritable œuvre d'art. Et tout ça dans les années 1670. Quel tour de force! Ce diamant est exceptionnel parce que, déjà, il a une forme triangulaire qui est très très belle, puisqu'elle a un nombre impair de côtés. On dit bien que pour les bouquets de fleurs, c'est beaucoup plus joli quand il y a un nombre impair de fleurs. Et là, on est vraiment bien dans cette esthétique-là. Mais elle n'est pas seulement belle, elle est aussi d'une incroyable complexité, parce que la logique aurait voulu que Piton associe les facettes par multiples de 3. Non, Piton a voulu faire un truc beaucoup plus compliqué. Lui, il a voulu les associer par 7. Cette taille sert une symbolique dont l'explication se trouve à Versailles. Le 7 est le chiffre d'Apollon, dieu solaire, né et fêté le 7e jour du mois. Au centre de la voie royale, un bassin lui est consacré. Louis XIV l'a choisi comme emblème de son règne. Il aime à apparaître en costume d'Apollon et adopte lui aussi le soleil pour se représenter. Et donc, 3 ans avant sa mort, Piton nous a livré vraiment la quintessence de ses connaissances, qu'elles soient à la fois artistiques, mais aussi scientifiques, et il en a fait une pierre dédiée au roi Louis XIV. Le diamant bleu entre dans l'histoire. Il devient l'une des gemmes favorites du roi. Louis XIV aime le porter à l'occasion des fêtes données à Versailles. Mais lorsque Louis XV accède au trône, le diamant bleu est délaissé au profit des grandes pierres incolores du royaume qu'il fait placer en nombre sur sa couronne. Le diamant bleu revient en grâce lorsque Louis XV est nommé chevalier de la Toison d'Or. Pour marquer l'événement, le roi fait exécuter un insigne d'une richesse inégalée, dont le diamant bleu sera la pièce maîtresse. C'est ce bijou historique qui sera volé avec les autres joyaux de la couronne le soir du 11 septembre 1792. Volé, dépecé et perdu pour toujours. Pour toujours ? Pas tout à fait. En menant son enquête, François Farge découvre qu'un joaillier suisse, Herbert Horowitz, mène lui aussi des recherches sur la Toison d'Or. Collectionneur de livres anciens, Herbert a un projet fou. Reconstituer à l'identique
l'insigne tel que Louis XV l'a porté. Il réserve une surprise à son visiteur. Une gouache originale de la Toison d'Or. Achetée 25 ans plus tôt par son père, dans une vente aux enchères, et restée totalement inconnue jusque-là. Il avait déjà reconnu donc tout l'intérêt historique incroyable, que ce soit cette Toison d'Or, le diamant bleu. Il savait. Et c'est ça qu'il recherchait. Il savait pertinemment ce que c'était. Oui, ouais, oui, tout à fait. Sur tout le monde. Hein. Tout à fait. Et alors donc c'est un signe de chevalerie que portait Louis XV. Il se l'est fait faire dans les années 1749. 1749. Hein. Et alors on voit en dessous il y a la dépouille du bélier de la Toison d'Or qui était sertie de 115 diamants, c'est ça? 112, 115, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais toute la pièce était constellée d'une multitude de diamants, et pour moi ça a très certainement été le chef-d'œuvre de Pierre-André Jacquemin, qui a mis tout ce qu'il avait de savoir et d'habileté pour en faire une œuvre magistrale. Mais cette gouache décorative est trop imprécise pour refaire le chef-d'œuvre de Jacquemin. Et puis les tours de main de l'époque sont oubliés. Après de longues recherches dans sa bibliothèque, Herbert Horowitz fait redessiner par Pascal Monet une Toison d'Or, fidèle à l'original. Il confie aussi au dessinateur modeleur la tâche délicate de sculpter le fameux dragon. Le maître joaillier Jean Minassian a reçu la réplique du diamant bleu taillé par Scott Zucker. C'est un grand honneur. Je vous en prie, venez, je vais vous faire voir. Pour la première fois, il va procéder à l'assemblage des différentes parties de l'insigne royal. Voilà, donc j'ai préparé... Approchez-vous, J'ai des frissons. Oui, oui. Ceci, c'est la partie haute de la toison. Tout est en cire. Donc le dragon et les palmes. Voilà, donc je vais assembler la pièce, qu'on ait une idée de ce que ça va donner une fois fini. Et la côte de Bretagne. Voilà. Bien sûr. Ensuite... Le grand bazou. Une couleur céleste. Voilà, 32 carats. Ceci est une fonte en argent qui représente les flammes, qui va recevoir cette sertissure. Où va se loger le diamant. Approchez-vous, François, parce qu'il faut que vous le voyiez. Ah, on en a rêvé pendant des années, je crois. Et ce n'est pas fini. Quel travail, quel travail. C'est très beau, c'est vraiment très beau. C'est-à-dire, c'est pas un bijou que j'aimerais avoir moi, évidemment. On est dans le XVIIIe siècle, on est dans une autre période. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est le chef-d'œuvre. J'étais tellement habitué à voir ces gravures en noir et blanc. On se doutait bien, j'avais fait des reconstitutions numériques, plus ou moins réussies, etc. Mais en vrai, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ces pierres sont tellement belles. Ouais. C'est un plaisir de travailler sur une pièce historique pareille. C'est quelque chose, on est dedans, voilà. Il n'y a plus de problème qui existe, il n'y a que la pièce qui est là, et puis on est un peu en pesanteur. Voilà.